Professeur Alpha Condé a procédé à la pose de la première pierre d'un complexe hôtelier de 4 étoiles. À Mandiana, fin des travaux du barrage hydro-agricole dans les plaines de Koundian, la nouvelle réjouit les riverains. Ils s'activent désormais dans la pisciculture, devenue pour eux une source de revenus. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. À la une, le président de la République a ouvert ce matin un autre chantier à Kolea dans la commune de Matama. Professeur Alpha Condé a procédé à la pose de la première pierre de construction d'un complexe hôtelier Azalaï de 4 étoiles. Situé sur le site de l'ancien abattoir de Kolea, cet hôtel viendra s'ajouter à d'autres infrastructures hôtelières déjà réalisées. Reportage Sanassi Keita. C'est sur ce site d'une surface de 6200 m² qui va être construit en l'espace de 2 ans un complexe hôtelier de standing moderne de 4 et 3 étoiles, appelé Azalaï Hotel. La cérémonie de pose de la première pierre de construction de cette infrastructure hôtelière a enregistré la présence de plusieurs personnalités, sous la conduite du président de la République, Professeur Alpha Condé, en compagnie de son épouse. Un autre chef-d'œuvre hôtelier qui vient ainsi s'ajouter à ceux déjà réalisés et en cours de réalisation à Conakry. Je citerai de passage le Palm Hotel de 5 étoiles de Kamayen avec 124 chambres. L'hôtel 4 étoiles d'Almamia avec 184 chambres. L'hôtel 5 étoiles Mankepa avec 380 chambres. L'hôtel 4 étoiles China Sandarvalia et ses 128 chambres. L'hôtel Sheraton 5 étoiles de Kipé avec 300 chambres. L'hôtel Radisson 5 étoiles de Koloma avec 270 chambres. Enfin, l'hôtel Onomo de Kolea avec 100 chambres. Les responsables du groupe Azalaï Hotel ont promis de tout mettre en œuvre pour mériter de la confiance placée en eux en vue de construire dans les plus brefs délais ces 2 hôtels de 4 et 3 étoiles ici au quartier Kolea, sur le site de l'ancien abattoir. Le projet qui nous réunit aujourd'hui consiste à bâtir un complexe hôtelier composé d'un premier hôtel de 160 chambres, 4 étoiles de standing international, d'un second hôtel de 120 chambres de 3 étoiles, attenant à un centre de congrès. Ce complexe que nous voulons être un joyeux architectural donnera au pays et à la capitale Conakry un nouveau visage, j'en suis sûr. L'honneur est ainsi revenu au président de la République, Professeur Alpha Condé, de procéder à la pose de la première pierre de construction du complexe hôtelier Azalaï. Complexe qui comprendra 135 chambres, dont 4 suites. Le budget prévisionnel de ce complexe s'élève à 52 millions de dollars. Ce qui va du coup créer, selon le directeur général délégué de Azalaï Hotel, 380 emplois directs et 1000 autres indirects. Et puis bientôt la relance du projet Simandou. Le chef de l'État a conféré hier en audience avec les partenaires impliqués dans ce projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou. Les représentants de Rio Tinto et de China Ilco s'engagent à respecter leur part de contrat dans l'exécution de ce grand projet minier. Ibrahima Keïta, compte rendu. En recevant ces 2 délégations, le ministre d'État chargé des investissements et du partenariat public-privé a réitéré le souhait du président de la République, professeur Alpha Condé, à voir l'exploitation du minerai de fer de Simandou se concrétiser au plus vite. Ainsi, les représentants de Rio Tinto et de Chinalco ont, avec le ministre de l'État, évoqué tous les aspects liés au projet, de l'étude de faisabilité en passant par la construction des rails et du port. Les 2 parties ont mis l'accent sur leur volonté de faire de ce projet ambitieux une réalité, et cela dans un bref délai. Peu après, les 2 délégations ont été reçues en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. En plus de la délégation de Rio Tinto, celle de Chinalco avait en son sein des banquiers, des constructeurs de rails et de ports. Au cours des entretiens, professeur Alpha Condé a insisté sur un partenariat fécond, gagnant-gagnant, avant d'inviter toutes les parties au respect des engagements et Rio Tinto se disposer à aller jusqu'au bout.
Cette visite est un signe fort de l'intérêt et de l'engagement de Chinalco pour le projet. Et nous souhaitons vraiment que Chinalco puisse nous accompagner, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, pour le développement de ce projet. Du côté de Chinalco, l'engagement est total pour faire de ce projet ambitieux une réalité, et cela au profit des différents partenaires. Nous avons un entretien avec son Excellence, Monsieur le Président, tout à l'heure. Nous sommes d'accord avec l'importance indiquée par le Président lui-même. Une fois le projet Simandou soit réalisé, le peuple guinéen peut avoir des bénéfices et les bien-être. Ce projet va pousser, va promouvoir encore le développement économique et social pour l'État guinéen. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire, tous nos efforts pour la réalisation du projet Simandou. Au nom du gouvernement guinéen, le ministre d'État en charge du secteur minier a mis l'accent sur l'intérêt que le pays accorde à l'exploitation du minerai de fer du Simandou. Tout cela démontre la volonté de toutes les parties de soutenir le projet Simandou et de le mener à terme conformément aux aspirations du peuple guinéen et les instructions de M. le Président de la République. Je rappelle que depuis le mois de juin, nous avons entrepris de réévaluer le projet Simandou pour comprendre les difficultés du projet, les contraintes et nous mettre d'accord sur un nouveau calendrier qui permette de développer le projet dans des conditions sûres et certaines. Et le président donc a réitéré l'obligation de toutes les parties de respecter leurs engagements pour que le calendrier de réalisation du projet soit respecté. Dans cette démarche, et comme le souhaitent les différentes parties, le projet d'exploitation du minerai de fer du Simandou n'est plus qu'une question de temps. À présent, ce communiqué, le président du tribunal militaire permanent de Conakry a le regret de porter à la connaissance de ses invités de marque que l'ouverture solennelle de son audience initialement prévue le jeudi 17 septembre 2015 est reportée sine die pour raison de procédure. Conakry 16 septembre 2015 et l'âge Sékou Keïta, président du tribunal militaire. À propos, nous allons recevoir sur ce plateau M. Ibrahima Béavogui. Il est conseiller chargé des communications judiciaires. Bonsoir M. Béavogui. Bonsoir madame. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce report? Je suis venu personnellement sur ce plateau pour préciser qu'il n'y a pas d'autre raison, sinon que des raisons de procédure qui ont été à la base de ce report. Essentiellement des questions de procédure, parce qu'il faut purger toutes les questions de procédure avant qu'une audience soit tenue. Et quelles sont ces procédures? Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails de la procédure, mais pour qu'une audience soit tenue, il faut que l'information judiciaire soit complètement bouclée. Une fois que l'information judiciaire est complètement bouclée, les personnes renvoyées devant le tribunal peuvent être jugées. Donc il faut purger ces questions de procédure qui sont des questions d'ordre public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis venu pour insister et persister sur le fait que c'est uniquement et essentiellement pour des questions de procédure qui vont être purgées bientôt. Et quand elles seront purgées, nécessairement, il faudrait que justice soit faite dans les jours à venir. Merci pour ces précisions, M. Béavogui Ibrahima. Direction Mandiana, plus précisément dans les plaines de Koundian, avec la fin des travaux du barrage hydro-agricole sur le fleuve Fié. Plus de 1000 hectares vont être aménagés pour améliorer les conditions de travail des paysans. Le barrage est déjà opérationnel et les riverains font de la pisciculture, devenue aujourd'hui leur source de revenus. Suivant la visite de la ministre de l'Agriculture dans la zone avec Youn Satawel Kamara. Superficie de la plaine agricole de Koundian de la préfecture de Mandiana est estimée à 18 000 hectares. Depuis l'année dernière, 1000 hectares sont en train d'être aménagés en vue de cultiver plusieurs variétés de riz. Déjà, les travaux du barrage devant arroser la plaine sont achevés. Ici, tout un dispositif sécuritaire est mis en place pour une parfaite maîtrise. Koundian est fait à 50%. On n'a pas parlé encore de l'aménagement intérieur. Quand on va finir l'aménagement intérieur, on va mettre les blocs, les casiers. Vous allez voir ce que c'est Koundian. C'est une merveille. Donc 6 mois de saison pluvieuse, la pluie prend 6 mois. Et les autres 6 mois, c'est cette retenue qui va servir. Aujourd'hui, nous roulons sur cette digue et nous avons vraiment ce déversoir et ce bassin de retenue qui est là.
d'un volume, d'une capacité de 8 millions de mètres cubes d'eau qui seront là et qui vont servir à irriguer cette plaine de 1000 hectares. En plus des activités agricoles à Koundian, la pisciculture sera aussi pratiquée. En attendant la fin des travaux d'aménagement de la plaine, les riverains commencent à tirer profit du barrage alimenté par le cours d'eau des Fillets. D'abord, ce barrage a une importance capitale pour les habitants de Koundian. Le poisson de mer n'est plus consommé à Koundian grâce à l'aménagement de ce barrage. L'aménagement de la plaine agricole de Koundian est devenu une réalité grâce à la volonté politique des autorités du pays dont l'objectif vise à assurer l'autosuffisance alimentaire et mettre fin à l'importation. À quelques jours de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kaleta, le gouvernement s'active efficacement pour la réussite de l'événement. Ce matin, le Premier ministre a conféré avec les acteurs impliqués dans cette opération. Au cœur de la rencontre, l'assainissement de la ville de Conakry. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Le 28 septembre, c'est l'inauguration officielle du barrage hydroélectrique de Kaleta et le 2 octobre, c'est la fête anniversaire de l'indépendance de notre pays. Des événements qui vont mobiliser des chefs d'État et de gouvernement. C'est pourquoi, ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus d'assainissement physique de la ville de Conakry. Une manière d'en appeler au sens de civisme et de responsabilité des uns et des autres en vue de débarrasser notre ville d'état d'immondice. Beaucoup d'efforts ont été fournis, beaucoup d'argent a été mis sur l'assainissement de la ville de Conakry. Mais certainement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une question de méthode, il y a une question de responsabilité parce que c'est devenu un problème de société. Puisque tout le monde intervient pour salir la ville, dégrader la route, il faut que tout le monde se lève. Alors, c'est ce que nous avons voulu examiner aujourd'hui. Mais d'ici là, dans l'urgence, ce qui nous concerne, c'est travailler ensemble pour que d'ici le 28 septembre, la ville de Conakry, je ne dis pas retrouve ses lustres d'antan, mais soit vraiment une ville propre. Une ville propre qui fait la fierté des citoyens et des Guinéens tout court. Pour finir, le Premier ministre Fofana a lancé un appel à tous les acteurs, surtout les élus locaux, à faire preuve de responsabilité et de dévouement dans le cadre de la gestion des ordures à Conakry. Les opérations d'assainissement vont démarrer samedi 19 septembre ici à Conakry. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre s'est aussi exprimé sur l'état de certaines routes du pays. Mohamed Saïd Fofana a souligné la responsabilité collective dans l'entretien du réseau routier. Il est au micro de l'équipe de presse de la primature. Chacun de nous est responsable de ce qui s'y passe, surtout dans les agglomérations et dans les centres urbains comme Conakry. Les routes d'abord sont vieilles de plusieurs générations. On aurait dû les moderniser. Deuxièmement, nous-mêmes nous agressons la route. Chacun y creuse comme il veut. Nous étons des ordures et nous-mêmes nous contribuons à la dégradation de la voirie. Et tout qu'on fait, c'est des routes qui ne sont plus adaptées aux cités modernes. Mais ce n'est pas Conakry seulement qui connaît ce genre de situation. Les anciennes métropoles, les anciennes capitales, allez voir. Les gouvernements font des choix, souvent de délocaliser les capitales ailleurs, parce que c'est très difficile de faire les voiries dans les circonstances que nous connaissons. Les gens construisent des bâtiments sur l'emprise même de la voie, il faut raser tout ça. Ce n'est pas une œuvre assez facile. La pluviométrie à Conakry est très forte. Donc si vous mettez bout en bout l'occupation anarchique, notre action nous-mêmes, que ce soit les services de l'État qui creusent, soit pour faire passer des tuyaux, des fils, et tout le monde, tous ceux qui creusent, le fait de jeter même les ordures dans les caniveaux, et il faut le reconnaître aussi, une certaine incompétence des sociétés qui opèrent sur la voirie, parce que vraiment, ça aussi, il y a des problèmes. Donc, si vous mettez bout en bout tout cela, il s'agit donc d'un véritable problème qui concerne tout le monde.
Et puis le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire informe que le titre foncier numéro 20-584-2015 TF du 19 mai 2015 portant sur le terrain formant les parcelles numéro 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du lot 1 du domaine public maritime de Kamayen, commune de Dixine, Conakry, établi au nom de M. Aboubakar Sidik Mara, commerçant demeurant au quartier Bellevue Marché, commune de Dixine, Conakry, est muté dans le portefeuille de l'État guinéen. Conakry, 4 septembre 2015, le ministre M. Lousseni Camara. Protection de l'environnement avec l'appui de la Banque africaine de développement aux agents conservateurs de la nature. L'institution financière vient de doter ses agents en équipement en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Les services de concentré du département de l'environnement ont également bénéficié des groupes électrogènes. Plus d'informations avec Mohamed Alpha Baldi. Après sa tournée diagnostique dans l'arrière-pays, la ministre de l'Environnement s'active pour une amélioration des conditions de travail des services déconcentrés de son département. À travers le Fonds africain de développement, une quarantaine de groupes électrogènes est offert aux structures déconcentrées du département. Au même moment, 800 uniformes entièrement financés par le budget national de développement sont remis aux responsables des gardes forestiers. Vraiment, c'est très réconfortant pour nous ce matin, le fait de recevoir ces groupes électrogènes qui vont alimenter les ordinateurs qu'on a délivrés en 2013 et ces uniformes qui rendent encore 10 fois plus opérationnels ces gardes forestiers. Parce que depuis notre sortie, on n'a bénéficié qu'une seule dotation de complète depuis 2 ans. Donc ce qui est passé ce matin, vraiment moi, ça me réconforte à plus d'un titre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait attention à ce corps, car il a dit que ce corps est venu pour renforcer le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts dans sa mission de conservation des ressources naturelles renouvelables. Ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République a dit, il est en train de suivre ça. Il est en train de rendre opérationnel ce corps. C'est le lieu de le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire dans le cadre de la protection de l'environnement dans notre pays. À l'heure des enjeux climatiques mondiaux, la Guinée compte renforcer les capacités opérationnelles de ses éco-gardes en vue de mieux lutter contre des pratiques favorisant le changement climatique comme la déforestation. Également dans l'actualité, la formation de 100 agents des unités de protection civile à l'École nationale de police dans la préfecture de Bofa. C'est au compte de la gestion positive des épidémies en Guinée. L'action a été rendue possible grâce à la collaboration du ministère de l'Intérieur et la coopération française. Mourikaba, explication. Comment gérer efficacement les épidémies en Guinée? Pour répondre à cette question, le ministère de l'Intérieur vient d'outiller en technique de gestion des épidémies 100 agents des unités de protection civile. La formation d'une semaine est assurée par des experts de la protection civile française. C'est la fin d'une formation qui a consisté à former 100 cadres et agents des unités de protection civile à aller chercher en toute sécurité des personnes souffrant de maladies contagieuses. Aujourd'hui, c'est Ebola, mais peut-être que demain, ce sera d'autres maladies. Donc il faut former des gens qui sont capables d'aller chercher des malades sans se contaminer et sans contaminer les autres, pour être efficace si une autre épidémie, de quelque nature que ce soit, devait survenir en Guinée. Nous sommes convaincus que ces séances de formation nous seront utiles et profitables et que nous serons résolument déterminés à mettre en pratique cette formation au profit de nos laborieuses population. Vous serez déployés dans les 8 régions de la Guinée. C'est pour gérer les malades soupçonnés, contagieux. Donc, avant de venir au secours des malades, vous-même, vous devrez être protégés. C'est à ce titre que vous avez reçu cette formation. Donc, le peuple compte sur vous. Ces simulations rassurent sur la maîtrise de la gestion des épidémies par les unités de protection civile. Ebola a fait des ravages dans le corps médical en raison de la méconnaissance du virus.
En bref, dans le cadre de la riposte à l'épidémie de poliomyélite dans la région de Farhana, Labé, Kankan et de Zéro-Corée, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise du 16 au 19 septembre 2015 la vaccination de riposte contre cette épidémie. La dite vaccination concerne tous les enfants de 0 à 59 mois, quel que soit leur statut vaccinal. Les zones concernées sont les aires des districts sanitaires des 4 régions suscitées. À Conakry, tenu d'une table ronde sur la mobilisation des ressources de la 5e enquête statistique. Objectif, rechercher une synergie d'action entre le gouvernement et les partenaires pour un développement durable de notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence des deux parties, le ministère de la Coopération internationale et la coordination régionale des enquêtes basée à Dakar. Le résumé des travaux avec Hadjaram Touré. Initialement prévue pour l'année 2014, la mobilisation des ressources en faveur de la 5e enquête à indicateurs multiples et de mobilisation de ressources financières a été confrontée aux conséquences de l'épidémie d'Ebola. Le budget de l'enquête, estimé à plus de 1 million de dollars, n'a pu être mobilisé. Cette enquête financière est mieux programmée, mieux orientée, leur intervention sur le terrain. Honnêtement, sans savoir, sans les données statistiques, nous ne pouvons pas faire une bonne programmation ni une planification stratégique devant nous aider et aider le pays à aller vite dans ce programme de développement. La coordinatrice régionale des enquêtes basée à Dakar a insisté sur l'intérêt de cette opération pour notre pays. Dégager des financements pour la mise en œuvre de cette étude, qui est extrêmement importante pour la Guinée puisqu'elle permettra de disposer d'indicateurs à jour dans les domaines de la mortalité des enfants, l'état nutritionnel des enfants, le niveau d'éducation, la lutte contre le VIH, la lutte contre le palu, la lutte contre les maladies diarrhéiques, le niveau de développement des jeunes enfants, on a beaucoup de choses, le niveau de vaccination des enfants et bien sûr tout ce qui est santé maternelle et infantile, notamment avec l'épidémie qui a frappé le pays, voir si les structures de santé ont été désorganisées pendant toute cette période-là. Le représentant adjoint de l'UNICEF en Guinée invite à la conjugaison des efforts pour une mobilisation d'ici la fin de l'an 2015, le financement requis. Guy Yogo, le représentant adjoint de l'UNICEF, a rassuré que son institution continuera d'apporter à l'Institut national des statistiques toute l'assistance technique nécessaire. À l'étranger, ouverture hier à New York de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'agit d'amender et d'adopter le programme 2030 de développement durable pour tous les peuples. Compte rendu Fatmata Samoura, notre correspondante basée à New York. C'est parti pour la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Devant des délégués venus des 193 États membres de l'Organisation des Nations unies, le secrétaire général Ban Ki-moon ouvre la 70e session de l'organe représentatif de l'ONU. Cette session, qui coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'ONU, se focalisera sur les objectifs de développement durable, des objectifs que les pays s'engagent à réaliser dans les 15 ans à venir. Le patron de l'ONU s'est réjoui du maintien des principes tels que définis dans la charte et des progrès réalisés ça et là. Le chef de l'Organisation mondiale a déploré tout de même des foyers de tension dans plusieurs parties du monde. Le nouveau président de l'Assemblée générale, le Danois, a décliné sa stratégie. Une stratégie qui accorde une place de choix à l'atteinte des ODD. Il a promis de défendre tous les États membres au cours de sa présidence, avant de dire son souhait de voir cette session déboucher sur des décisions fortes, mais aussi des actions concrètes au profit de toute la planète. Les jours à venir, les discussions continueront dans les panels de haut niveau pour une organisation mondiale plus forte, juste et équitable qui se battra pour la prospérité de l'humanité. Merci Fatmata Samoura, voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Juste après, vous aurez les échos de la campagne électorale avec Seydouman Diallo. À demain pour d'autres pages d'information excellentes sur le programme télévisé.